Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très très heureux de vous retrouver après cette semaine où de mon côté, j'ai malheureusement pas pu poster de vidéo. Je suis très très content d'en refaire une, de vous retrouver. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette semaine, des matchs de championnat. Il y a eu la reprise de la Ligue des Champions avec le retour des matchs de barrage. Donc pas mal de choses se sont passées. Prenez un truc à boire, prenez un truc à manger, installez-vous parce que cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que les autres déjà présentes sur la chaîne. Donc sur ce, on est parti. Comme je le disais, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de matchs, pas mal de compétitions qui ont reprise aussi. On a vu le retour de la Ligue des Champions et on a vu aussi des équipes comme le Barça qui se sont fait battre 4-0 par l'Atlético. On a vu des équipes, donc à l'instar du Barça, perdre des points en championnat, et cetera. Donc j'ai pas mal de questions qui me viennent en tête par rapport à ça et la première question le premier sujet qui me vient en tête par rapport au match de cette semaine, c'est bien évidemment, concernant les matchs barrages de Ligue des Champions, les 16e de finale, pardon, et c'est les surprises qu'on y retrouve, notamment Bodo, Bruges et Galatasaray. Des surprises, pourquoi? Parce que on je m'a enfin, personnellement de mon côté, je m'attendais absolument pas à de tels résultats, que ça soit avec Bodo Glimt qui a réussi à battre l'Inter, grosse surprise. On savait qu'ils avaient battu l'Atlético et City, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, mais là l'Inter, en tout cas personnellement, je me disais: «C'est quand même les derniers finalistes». Déjà depuis la saison dernière, ils sont au-dessus de City, ils sont au-dessus de l'Atlético, pardon, sauf peut-être cette saison pour City, mais je me disais: «Même si c'est à domicile, je pense que l'Inter peut réussir à les battre avec l'expérience en plus qu'ils ont et cetera», et au final, non, pas du tout. Bodo qui colle un 3-1 à l'Inter et en plus avec la manière. Hem Et comme je disais, Bodo du coup qui avait battu déjà City 3-1 et qui avait battu l'Atlético 2-1, et Bodo, ils ont un avantage que d'autres équipes en Ligue des Champions n'ont pas, c'est que eux, leur championnat est terminé depuis fin décembre, et leur championnat reprend que dans un mois, il me semble le 15 mars. Et comme je disais, Bodo qui a battu donc l'Inter avec la manière, en plus, un très très beau 3-1. Et du côté de l'Inter, ça va un peu mal parce que Lautaro Martinez est sorti à l'heure de jeu sur blessure. Donc déjà, s'ils perdent le match aller, à voir le match retour, ce qu'ils vont aligner comme 11 de départ. Mais Bodo, j'ai vu de très très belles choses dans le match, que ça soit techniquement ou tactiquement, comme ici sur le premier but, où ça arrive à trouver des ballons dans les petits espaces, où ça force les défenseurs à sortir, et en une touche de balle, ça te trouve les numéros 9 en pivot, et le numéro 9 sur le premier but, j'ai trouvé absolument magnifique le geste qu'il fait, la petite talonnade pour emmener le ballon sur le côté et décaler dans l'espace libre, un peu un numéro 9 «doux» entre guillemets, numéro 9 pardon, technique, et ensuite son coéquipier qui a plus qu'à frapper sous la barre, qui vient tromper Sommer. Ça a fait 1-0 à la 20e minute de jeu. Je pensais pas que l'Inter se ferait surprendre aussi vite, pour être tout à fait honnête, et même après en contre-attaque, ou ouais, au niveau de l'attaque, ça va hyper vite, ça construit super bien. Ça arrive à trouver dans l'espace libre, l'espace il est énorme ici, et ensuite sur les côtés, ça fait les courses et les «faux appels» entre guillemets pour emmener les défenseurs, ce qui fait qu'ici, il se retrouve avec un espace devant lui absolument immense, et il se retrouve avec tout le temps du monde pour décaler sur la gauche, et l'ailier qui vient placer cette frappe sous la barre, magnifique premier poteau pour tromper Sommer. Et ouais, comme je disais, Bodo, tactiquement, offensivement, c'est très, très propre. Comme ici où ça arrive à trouver les angles de passe. Ici, le joueur qui vient écarter, il me semble que ouais, numéro 8, il me semble que c'est Susic qui était pris ici par le joueur de Bodo, et le joueur de Bodo qui vient faire la course pour enlever Susic de la ligne de passe ici. Le joueur qui arrive à être trouvé dans l'axe le joueur qui arrive à être trouvé dans l'axe, et ensuite la défense de l'Inter qui est pas forcément mal placée, juste Bastoni qui prête pas du tout attention
au numéro 11 et numéro 9 de Bodo qui sont dans son dos. Et ici, c'est pareil, je parlais de la qualité tactique, mais il y a la qualité technique aussi. Parce que le petit ballon piqué juste ici, entrée de surface, ça c'est magnifique, c'est du grand art. Et ensuite, la défense est à 3 mètres derrière et Sommer se fait tromper, comme tout gardien, je pense, se serait fait tromper. Ce qui fait que ça a fait 3 buts pour Bodo. Et l'Inter qui a quand même été assez malchanceux offensivement, même s'ils se sont procurés des occasions aussi. Ils ont été quand même assez malchanceux, pardon. Je pense notamment aux 2 poteaux, les 2 fois où ils ont trouvé le montant. D'abord à la 25e avec cette frappe qui vient trouver le petit poteau. Elle est pas déviée, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur l'image. Elle est pas déviée et ça vient toucher le poteau. Et ici pareil, juste après la mi-temps où la défense c'est un peu cafouillage dans la défense de Bodo et Martinez qui vient trouver le poteau. Je pense que si tu avais fait preuve d'un peu plus de réalisme, on va dire, devant le but, tu repartirais peut-être avec un nul, voire une victoire. Mais du coup, l'Inter qui repart avec un 3-1 et un Inter que j'ai trouvé assez douteux dans les choix tactiques, notamment le 11 aligné par, Kivu. Tu fais le choix de mettre Augusto à la place de Di Marco, tu mets Mkhitaryan au milieu et tu mets pas Zelensky et au lieu de mettre le double numéro 9 comme on a l'habitude maintenant, on connaît depuis des matchs et des matchs, Martinez, Thuram, c'est Exposito qui a été titulaire. Peut-être que c'est des choix qu'on peut-être que c'est les choix qu'on fait payer, qui ont été, ouais, qui ont été fautifs par rapport à ce 3-1. À voir qui va aligner, enfin qu'est-ce qu'il va aligner comme 11 qui vaut à San Siro au match retour. Mais Bodo en tout cas, qui est sur une très, très belle dynamique, notamment ces matchs-là où ils avaient gagné leur dernier match, les matchs amicaux vu que le championnat était terminé. Mais en Ligue des Champions, ouais, ils avaient fait quand même le 2-2 face à Dortmund et ils avaient battu City encore une fois 3-1 à domicile. Et là, ils viennent de rajouter un match encore à leur palmarès avec l'Inter. Donc à voir comment ils vont s'en sortir. Attention, le Giuseppe Meazza, c'est pas un stade simple auquel on peut aller jouer comme ça et gagner un match d'un claquement de doigts. Donc à voir ce que ça va donner. Mais sincèrement, ouais, ils sont bien partis pour sortir les finalistes de la saison dernière. Le deuxième club un peu surprise, je dirais, c'est Bruges, qui a fait. Alors, je vais pas être mauvaise langue. J'avais parié sur ce match-là personnellement et j'avais prédit le match nul. Moi, je voyais bien un 1-1 ou un 2-2. Il y a eu un 3-3. J'étais quand même assez content de ma prédiction. Alors, bien sûr, c'est pas en vidéo, mais de moi-même, je l'avais parié, donc j'étais assez content. Et Bruges qui arrive à tenir le 3-3, ça a été pas facile du tout. Ils sont allés les chercher avec les tripes le 3-3. Et Bruges qui ajoute cette prestation à un bilan plutôt positif, notamment donc dans les matchs de Ligue des Champions, mais notamment à domicile, puisque les matchs à domicile de Bruges cette saison en LDC, c'est le 3-3 face au Barça. Alors, cette défaite face à Arsenal, mais Arsenal, meilleure équipe d'Europe depuis entre mi-août et peut-être début janvier. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir perdu face à ce Arsenal-là du début de saison? Je pense pas. Le Bruges qui a mis 3-0 à Marseille et maintenant qui tient le 3-3 face à l'Atlético. Donc ouais, je trouve que c'est un bon résultat et des joueurs qui ont été très, très bons. Van Aken, on le présente plus. Numéro 10, je trouve qu'il a encore fait un taf exceptionnel dans ce match-là. Solis qui a été très bon. Diacon qui a été bon aussi. Et même Onyedika, je trouve, a été plutôt bon au milieu de terrain dans ce double pivot. Et Bruges qui a réussi à trouver beaucoup de passes et beaucoup d'intervalles axiales. On sait qu'avec cet Atlético de Madrid qui défend toujours en 4-4-2, bien compact, pardon, etc., c'est compliqué des fois de passer par l'axe. Là, ils l'ont facilement fait, je trouve. Alors pas en première période, mais en deuxième période, notamment avec cette passe axiale où ça casse la ligne des milieux et il arrive à trouver, alors je sais plus c'est qui, je crois que c'était Diacon. Il arrive à trouver Diacon presque en numéro 10, on va dire. Et ensuite, il arrive à remettre dans l'espace libre à gauche, il déborde et c'est repris et c'est de là où vient le deuxième but de Bruges. Pareil pour le troisième but, et alors ça je trouve que c'est un chef-d'œuvre tactique de la part, enfin collectif de la part de Bruges. Juste
pour analyser le but, on va pas passer, 5 minutes dessus, mais juste pour vous montrer, on voit l'Atlético qui défend en 4-4-2, on voit Ordonez qui a le ballon ici et c'est à partir de là que tout part. Côté droit, ça va faire l'appel de balle et l'ailier gauche de l'Atlético, alors j'ai plus les noms parce qu'il y avait déjà eu pas mal de changements qui avaient été faits, pardon. L'ailier gauche qui vient sortir sur le joueur de Bruges et le milieu de Bruges qui voit l'appel de balle et qui déjà à ce moment-là va s'écarter pour emmener son vis-à-vis et créer l'espace libre ici pour que lui puisse faire l'appel de balle ici. Et même quand la passe venait d'être faite ici, donc lui fait l'appel de balle et il y en a un deuxième dans son dos entre le latéral et le central. Et d'ailleurs, le latéral de l'Atlético en haut du terrain qui dit à ses potes: «Non, non, prends l'ailier, moi je le prends pas parce que si le numéro 9 il part faire un appel, moi je dois le suivre». Donc très, très bon. L'espace libre qui s'était dégagé ici, du coup, celui qui avait fait l'appel, il est servi par la passe. Alors là, pour moi, c'est du génie. La passe cachée du joueur, la passe cachée, il avait pris l'info déjà qu'il y avait quelqu'un derrière, un de ses potes derrière lui, un de ses coéquipiers derrière lui et on voit Coquet, il me semble que c'est Coquet ici, qui regarde ses coéquipiers, qui lève les bras, qui dit: «Mais putain, pourquoi il y a personne en plein milieu?» En fait, c'était littéralement de sa faute puisque c'était lui qui s'était fait emmener par le numéro 80 ici de Bruges et ensuite, juste en un mouvement de corps, déjà en une passe, il y a eu 7 joueurs de l'Atlético, il y a eu 2 lignes de l'Atlético qui ont été perforées et qui ne servaient plus à rien et ici en un mouvement de corps, il avait juste à passer dans le demi-espace, sur l'aile gauche et ensuite tout le temps d'ajuster, frappe croisée et ça revient à 3-3. Donc ouais, Bruges très, très fort. Par contre, Bruges aussi très, très imprudent, notamment au niveau des relances et faut pas qu'ils fassent ça au match retour parce que sinon ça pourrait leur coûter très, très cher. Je dis ça notamment sur le troisième but de l'Atlético Madrid qui est un but contre son camp de Ordonez, mais où c'est une relance ratée ici. Ça essaye de construire bas et c'est une relance ratée. Ils ont fait pas mal de cadeaux dans le match sur ces faits de jeu, on va dire et c'est repris par Alvarez ici et ensuite l'action se poursuit, ça déborde côté droit et ici c'est Ordonez qui vient mettre le but contre son camp. C'est un peu malheureux, mais c'est des erreurs que, à mon avis, il faudra pas refaire pour eux au match retour parce que là, par contre, ça pourra leur coûter cher. Et moi, ma question maintenant avec Bruges, c'est est-ce que s'ils arrivent à passer le match retour et à se qualifier, jusqu'où peuvent-ils aller? Parce que la saison dernière, ils avaient fait ça a été un peu le club surprise, ils avaient fait une saison, j pour Bruges en tout cas, un peu exceptionnelle en Ligue des Champions, puisqu'ils avaient été jusqu'en huitièmes de finale face à Aston Villa où ils avaient perdu 3-1 et 3-0 au retour. Mais en huitièmes de finale, ils avaient quand même battu, l'Atalanta qui était vainqueur de l'Europa League en titre, donc ce qui était pas rien. Est-ce que cette saison, ils peuvent battre au match retour l'Atlético, ils peuvent se qualifier et est-ce qu'ils peuvent aller plus loin que les huitièmes? Donc Bruges, ouais, club à suivre. Et enfin, le troisième club que j'ai qualifié un peu de surprise, même si c'était pas vraiment une surprise, c'est Galatasaray. Pas vraiment une surprise dans le sens où la Juve actuellement, on sait qu'il y a des gros, gros, gros problèmes au niveau de l'effectif et que, bah, le score parle pour les problèmes de cette équipe. Mais Galatasaray, ouais, assez en surprise dans le sens où je m'attendais pas forcément à un 5-2. Mais après, bien sûr, il y a eu le carton rouge aussi qui a été «game changer» entre guillemets, ça a changé le cours du match, bien entendu. Et s'il y a un joueur, je pense que je ressors de cette équipe de Galatasaray, c'est Osimhen. Là, j'étais sur FotMob prendre les notes des joueurs. Sincèrement, ne vous fiez pas aux stats d'après-match. Regardez les matchs avec vos yeux. Ne vous fiez pas aux stats que vous voyez sur Twitter, TikTok ou je ne sais pas quel site. Parce que Osimhen 6,8, c'est presque un scandale. Sincèrement, c'est un vol. Il a absolument été partout dans le match. Sur le premier but à la 15e minute, c'est lui qui vient faire le pressing, c'est lui qui récupère la balle et ensuite, au bout de l'action, ça fait but. Sur le deuxième but, sur cette frappe repoussée, donc ils étaient déjà menés 2-1, mais sur ce deuxième but, sur cette frappe repoussée, c'est pas lui qui marque ici, mais c'est lui qui vient empêcher le défenseur, qui vient retenir le défenseur pour qu'il ne soit pas au marquage devant le but. Gros travail encore de sa part, ni passeur ni buteur,
mais c'est peut-être le mec le plus important sur le but de Galatasaray. Et en plus de ça, c'était beaucoup trop léger pour siffler faute. Il le touche, mais il le retient, mais il y a vraiment pas faute, il est pas poussé ou quoi que ce soit. Et même sur le quatrième but de Galatasaray, encore une fois, donc la Juve qui essaye de ressortir bas, de ressortir en construisant bas, et cetera. Thuram qui rentre dans sa surface et Osimhen qui se fait un peu oublier, qui arrive derrière le central et qui chipe la balle et qui se retrouve à être passeur décisif puisque tout de suite après, c'est but, c'est le quatrième but. Il était absolument partout. On avait parlé de Dembélé dans la vidéo review de PSG Marseille en disant que c'était un chien de garde, etc. Osimhen, mardi soir, c'était clairement le même type de numéro 9. Il était partout au pressing. Et encore sur le cinquième but, c'est lui dans la surface adverse qui va au pressing, qui va au contact physique récupérer la balle. Et ensuite, sur cette frappe, ça fait but. Et la Galatasaray gagne 5-2. Comme j'ai dit, il y a eu aussi ce qui était game changer, c'était le carton rouge de Cabal, qui a été pour moi, alors je suis pas vulgaire, mais très très bête dans ses interventions, parce qu'il rentre à la 46e minute, il rentre à la mi-temps, il se prend un premier jaune à la 50e, et un quart d'heure après, il vient faire cette faute complètement bête, complètement conne, et se prendre un deuxième jaune. Comme il dit, on voit il râle ici, putain c'est le deuxième jaune. Bah ouais, mais mon gars, sois un peu plus vigilant dans tes interventions. Et pourtant, la Juve, qui avait pas fait que des mauvaises choses en première période, notamment sur les 2 premiers buts, on voit ici qu'il passait assez au niveau de l'axe, dans les petits trous qu'il y avait dans l'effectif de Galatasaray, comme ici où c'est Koopmeiners qui reçoit la balle, ce qui fait que le central, lui, il va prendre la décision de sortir sur Koopmeiners et d'un 1-2 magnifique, avec Mackenzie qui vient remettre la balle dans la continuité du jeu et ensuite Koopmeiners qui a plus qu'à ajuster, qui envoie une grosse frappasse premier poteau en pleine lucarne. Ouais, très très beau but de la Juve. Et Galatasaray, moi maintenant la question, ça va être comme Bruges, comme, comme Bodo Glimt, où est-ce qu'ils peuvent aller? Et quand on regarde leur calendrier, c'est assez convaincant dans le sens, enfin, je trouve, dans le sens où ils peuvent aller réaliser de grandes choses. Parce que ils ont le match retour face à la Juve, mais honnêtement, même si la Juve joue à domicile, je ne vois pas la Juve gagner par plus de 3 buts d'écart. Sincèrement, même revenir de 3 buts et gagner au penalty ou un scénario comme ça, je vois clairement pas ça réalisable. Et Galatasaray, qui a pas forcément des gros matchs à part la Juve, à part le Beşiktaş dans 15 jours. Donc, ils peuvent aller chercher l'occasion d'aller loin en Champions. Et honnêtement, ça serait intéressant, je trouve, ça serait beau, je trouve, de voir un Bodo Glimt Bruges ou Bruges Galatasaray ou Bodo Glimt Galatasaray, par exemple, en huitième de finale. Ça, je trouve, ça serait une superbe affiche. Les trois prochains clubs où je me pose des questions, c'est le Barça, Arsenal et l'OM qui, comme j'ai mis, sont presque proches de tout perdre. Ils flanchent Il flanche dans la dernière partie de saison et on sait que le printemps, pardon, c'est ouais, une très très grosse partie de la saison. C'est une partie importante. C'est là où tu as les matchs, tu as les phases finales de LDC qui commencent. Et pour le Barça, tu viens de te prendre deux défaites coup sur coup et deux défaites qui font très très mal, mais qui relèvent aussi de gros problèmes, notamment au niveau tactique. Je pense au 4-0 face à l'Atlético et du coup à la défaite 2-1 face à Gérone le week-end dernier. Et j'ai même pas envie de parler de Gérone parce que il s'est passé pas mal de choses aussi. Le carton rouge du joueur sur la faute concernant la faute sur Yamal. Il y a eu des fautes d'arbitrage sur ces deux matchs-là. Ouais, ça c'est clair, notamment le but annulé de Koubarsi face à l'Atlético qui n'était absolument pas hors jeu. Il y a eu des erreurs, mais Flick, il peut parler d'arbitrage, il a le droit parce que ces erreurs-là sont réelles, mais honnêtement, il vaudrait mieux qu'il se taise et qu'il regarde d'abord ses tactiques. Parce que le 4-0, déjà, ça te fait perdre la première place en Liga, puisque le Real, maintenant, on en parlait du Real dans une autre vidéo, et ils sont pas au meilleur de leur forme, et pourtant, ils t'ont remis 2 points d'avance, puisqu'ils sont premiers de Liga actuellement, ils t'ont remis 2 points d'avance au classement de la Liga. Et
la première vidéo de la chaîne qu'on avait fait il y a 2 mois, c'était justement sur qui sera vainqueur de la Liga. Et j'avais mis Barcelone vainqueur de la Liga parce qu'ils étaient encore dans une bonne dynamique avec une série de matchs gagnés. Ils étaient presque à 10-12 matchs de gagnés. Et maintenant, si je devais définir un vainqueur, je dirais que si Flick ne change pas très, très, très rapidement sa ligne du hors-jeu avec sa ligne haute, et cetera, ouais, je serais presque partant de mettre le Real vainqueur de cette Liga. Et le 4-0 de l'Atlético, pour moi, c'est révélateur de tous les problèmes de cette saison concernant cet effectif. 4-0, 4 buts en 45 minutes, en une mi-temps, ça, non, c'est une faute professionnelle, clairement. Surtout quand tu regardes que les stats, c'était 4 buts sur 4 occasions de but dans tout le match. Et ça c'est pas possible. Et après, quand on regarde l'effectif, Simeone avait fait des choix assez forts et Musso au but, il a fait un match absolument exceptionnel. Mais même sans parler de l'effectif de l'Atlético, le Barça, c'était pas possible. Déjà, 6e minute, on se souvient tous, il y a la semaine dernière, de cette terreur de Johan Garcia, où sur cette passe en retrait d'Eric Garcia, il contrôle mal le ballon, ça file, et au final, ça rentre dans les buts. Après, ça a été repris par Lookman, etc. Mais c'était déjà rentré à ce moment-là. Et au-delà des problèmes défensifs, je trouve que le Barça a d'autres problèmes, que ça soit en attaque avec un numéro 9, il faut qu'il recrute un numéro 9, mais aussi sur coup de pied arrêté. On a vu que les coups francs, Rashford pouvait s'en occuper, mais les corners, c'est pas possible. On a vu Olmo tirer les corners durant ce match-là, c'est absolument désastreux. Il a fait deux trois corners, ça a fini dans les bras de Moussa au premier poteau, comme ici, ça a été désastreux. Et pourquoi ça a été désastreux? Ça a été désastreux d'autant plus parce que il rend le ballon au gardien, et sur l'action d'après, sur la contre-attaque, c'est ça qui mène au 2-0. Dégagement absolument impeccable pour Lookman qui part en contre, changement d'aile, et ensuite l'ailier ici qui arrive à trouver Griezmann dans l'espace libre. C'est absolument inconcevable de laisser autant d'espace, autant d'espace libre dans la surface quand tu sais que tu as un ou deux joueurs en face qui peuvent perforer cet espace et ensuite en une touche de balle de faire prendre un but. Et c'est exactement ce qui s'est passé là avec Griezmann. Il s'engouffre, il contrôle, il s'oriente bien, et ensuite petit filet extérieur, et ça a fait 2-0 en un quart d'heure. Et même ici, le troisième but et le quatrième, c'est absolument les mêmes que le Barça s'est pris. Et c'est surtout, si on devait faire un dessin, c'est le même dessin, le même schéma, la même configuration dans laquelle ils se prennent les trois quarts des buts de cette saison. Dépassement sur l'aile, et ensuite la ligne défensive de 3 ou 4 qui se retrouve à 4-5 mètres derrière. Et ça a été ça pendant une demi-heure sur la première mi-temps. Ça, c'est juste plus possible. Comme ici, où en une petite passe, ça lance en profondeur, et ensuite, tu es complètement dépassé. Ça revient en retrait. Alvarez qui feinte et qui redécale Lookman qui est absolument tout seul, puisque Koundé, qui est tout seul, puisque c'est le seul à être revenu, il doit faire le choix entre sortir sur Alvarez pardon, ou sortir sur Lookman. Au final, il reste en plein milieu. Alvarez décale Lookman et Lookman met le 3-0. Donc ça, c'est des gros problèmes. On le sait, on en a parlé déjà avec cette ligne haute. Le Barça doit absolument changer ça au plus vite. Ça pourrait te refaire le même scénario dans une compétition comme la Ligue des Champions, le même scénario que face à l'Inter la saison dernière, où sur le premier but, tu as deux joueurs adverses qui sont à 6-7 mètres d'avance sur ta défense. Et sur le quatrième but, c'était absolument pareil, là, dans des petits espaces comme ça. Baldé qui a été désastreux. Baldé, je pense que c'est peut-être top 3, top 5 des pires matchs de sa carrière pour l'instant, qui s'est fait manger je ne sais combien de fois sur son couloir. Mais là, en une petite touche de balle, en un petit décalage, tu te fais lancer en profondeur. Et ensuite, ta défense, encore une fois, qui est en retard, et en un long centre, en un long ballon pour tes deux joueurs qui arrivent à pleine vitesse, c'est beaucoup trop facile. Et du coup, Lookman qui redécale Alvarez, et Alvarez qui a plus qu'à frapper. Bon, la frappe est magnifique, hein, Johan Garcia ne peut absolument rien faire, mais c'est que la conclusion de ce que révèlent les problèmes défensifs de cette équipe du Barça. Et au-delà des problèmes défensifs, pour moi, il y a un problème aussi tactique, au milieu notamment. On a vu Casado ici qui a fait pas mal de pertes de balles dans ce match, et qui a été sorti, il me semble, juste, enfin pas juste avant, mais je crois qu'à la 27e ou 30e minute, on a vu Flick lui faire une accolade en lui expliquant à l'oreille pourquoi il sortait, etc. Mais si en plus de ça, alors il y a eu
Pedri qui a été blessé, et cetera. Mais si en plus de ça, avec juste une blessure, tu as des problèmes au milieu de terrain qui est censé être ta force dans cet effectif, là, c'est plus qu'un problème défensif que tu vas avoir, c'est clairement une échéance totale de ton effectif. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Et pour moi, Flick, alors c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais il doit arrêter déjà, il doit arrêter le piège du hors-jeu et cette ligne haute complètement débile, mais il doit arrêter le 4-2-3-1. Pour moi, il doit repasser à un 4-3-3 dans le sens où De Jong en double pivot, c'est bien, mais ça fait trop longtemps qu'on le voit que dans les grands matchs, il n'arrive pas à exploiter son niveau au maximum et que je trouve que même dans des grands matchs où il fait des bonnes prestations, il n'est pas encore à 100% de son niveau. Moi, j'ai envie de voir un De Jong en numéro 8, de revoir un peu le De Jong de l'Ajax 2019 où il peut vraiment s'exposer entre guillemets à son talent et avec Pedri où tu aurais deux numéros 8 et j'ai envie de voir derrière eux un vrai numéro 6 parce que De Jong en numéro 6 c'est bien mais un Marc Bernal, par exemple, numéro 6, est-ce que ça serait pas mieux et d'avoir Marc Bernal en numéro 6 et les T2-8, ça serait Pedri et De Jong. Ça, il reste pas mal de matchs, je vais pas dire pas importants, mais où tu vas jouer des bas de tableau de Liga pour ce Barça de Flick. J'aurais envie de voir cette configuration. Et pour moi, le Barça doit repasser dans un 4-3-3. Et donc ouais, Flick qui doit faire attention à tous ces problèmes-là, notamment pour déjà pour la Liga, mais notamment pour la Ligue des Champions, puisque en huitième de finale, bah, tu vas alors somme toute logique, tu devrais te taper soit donc Newcastle qui a fait 6-1 face à Karabag, ou alors Paris qui a fait 3-2 face à Monaco et qui, je ne pense pas à mon avis, va perdre face au Parc des Princes cette semaine. Donc, Newcastle et Paris, tu as déjà perdu face à Paris quand tu avais des Pedri, etc. On s'en rappelle début octobre. Et face à Newcastle, ça peut clairement être le match piège pour le Barça. Et s'il ne règle pas très très vite ses problèmes, que ce soit défensif ou même structurel au milieu de terrain, je pense que le Barça, ouais, peut sortir contre n'importe laquelle de ces deux équipes. Donc, le Barça, attention au prochain match. Équipe aussi dont j'ai un peu dans le viseur, dans le sens où j'ai un œil sur eux, c'est Arsenal, bien évidemment, qui sont toujours premiers de première ligue, mais qui perdent beaucoup trop de points ces derniers temps et qui laissent City pas mal les rattraper, notamment du coup en première ligue, mais à voir ce que ça va être aussi dans les autres coupes, on sait qu'ils sont encore en liste dans toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés, mais en première ligue, leurs deux derniers matchs, c'est absolument catastrophique. Brentford et Wolverhampton, tu fais match nul sur les deux. Alors Brentford, je peux comprendre, parce que Brentford, ça peut être le match piège, surtout que cette saison, ils sont dans une très très bonne dynamique cette saison, ils sont 8e de PL, donc je peux comprendre le match nul, mais le match nul face aux Wolves, ça me fait un peu penser au match nul de Marseille face au Paris FC il y a quelques semaines, où tu mènes 2-0 à un quart d'heure de la fin et tu te fais remonter 2-2. Là, contre les Wolves, ça a été clairement ça, et moi, ce que j'ai peur pour Arsenal, c'est qu'on retrouve un peu le Arsenal du printemps 2023, printemps 2024, où tu t'écroules sur les fins de match. C'est-à-dire que là, ils menaient 2-0, et en fait, tu deviens cible facile pour ton adversaire quand c'est toi qui mènes. Et ça, malheureusement, une équipe comme ça ne gagne pas le championnat à la fin de la saison. Et surtout, là où je m'inquiète aussi pour cette équipe d'Arsenal, c'est que Odegaard, on le savait blessé, mais par contre, la blessure de Merino il y a quelques semaines, là, ça prend de plus en plus d'ampleur et ça fait de plus en plus de dégâts dans cet effectif. On savait que c'était un joueur clé pour Arteta, mais là, sa blessure, on la ressent clairement dans les matchs. Et Arsenal, ouais, j'ai peur pour eux dans le sens où, attention, je les supporte pas, hein, mais j'ai peur pour eux dans le sens où on les voyait tellement bien partis au début de saison et même encore à Noël que là, Manchester City revient à 5,2 et encore avec un match en retard. Ce qui fait que s'ils gagnent leur match face à Newcastle ce soir, parce que là je m'enregistre, on est samedi après-midi, s'ils gagnent leur match face à Newcastle, ils reviennent à 2 points, et là c'est toute la tête du championnat qui est relancée. Donc Arsenal, attention à ça. On aura aussi un avant-goût du face-à-face City-Arsenal qui aura lieu à l'Etihad
en mars ou en avril, je sais plus. On aura un avant-goût avec cette finale de Carabao Cup qui opposera du coup les 2 clubs. Je pense que ça sera un très, très bon match pour jauger un peu où en sera les 2 clubs, chacun de leur côté. Mais ouais, Arsenal, attention parce qu'ils alors je pense pas qu'ils vont tout perdre, sachant que comme j'ai dit qu'ils sont encore dans les 4 compétitions, Première Ligue, Ligue des Champions, FA Cup et Carabao Cup. Mais moi j'ai envie de dire un truc, c'est que si Arteta et Arsenal ne gagnent pas au minimum 2 trophées cette saison, pour moi c'est une faute professionnelle. Alors moi je suis un de ceux qui pensent que si Arsenal ne gagne pas l'APL, ils peuvent gagner un trophée, mais s'ils gagnent pas ni l'APL ni la Ligue des Champions cette saison, pour moi Arsenal doit se séparer d'Arteta. Pour moi Arteta doit quitter Arsenal. Et je me dis que l'APL, est-ce qu'ils vont encore la choke une fois de plus cette saison? J'espère pas pour eux, mais à suivre de très près Arsenal parce qu'ils peuvent avoir encore de très grosses désillusions à venir. Troisième club et dernier pour lequel je m'inquiète aussi un petit peu quand même, c'est Marseille. Marseille qui actuellement est en est-ce qu'on peut parler de restructuration, de reconstruction? Est-ce qu'on peut utiliser tous ces noms-là pour qualifier, heu, l'actuel de cet effectif-là, de ce club-là? J'en sais rien, mais le truc que je sais, c'est que Marseille, ils sont sur une très, très mauvaise dynamique en ce moment. On avait débriefé le 5-0, la Manita de Paris face à l'OM, mais en plus de ça, ils viennent de lâcher des points en faisant nul face à Strasbourg en championnat. Et hier en championnat, ils ont perdu 2-0 face à Brest pour la première d'Habib Beye, qui a été. On avait fait une vidéo sur les entraîneurs qui étaient encore libres, ce qu'allait se passer pour les clubs qui n'avaient plus d'entraîneur, etc. Et bien sûr, on avait vu que Habib Beye était le premier nom qui revenait pour Marseille. Et au final, ça a été fait. Il a signé à l'OM et au final, premier match sous sa direction, tu perds 2-0 face à Brest. Compliqué. Surtout que maintenant, Marseille, du coup, se retrouve quatrième dans le tableau de Ligue 1, avec un match en plus sur Lille qui peut revenir en cas de victoire à 3 points de Marseille. Et ce qui va être décisif aussi, c'est le match de Lyon. Parce que la grande question pour Marseille maintenant, c'est plus est-ce que ça va être les 2 premières places? Non, c'est est-ce que ils vont réussir à être dans les places pour la Champions, pour la Ligue des Champions? Et honnêtement, c'est une question qu'on peut réellement se poser. Parce que Lyon, s'ils gagnent leur match en retard, ils prennent 8 points d'avance sur Marseille. Et le prochain match de Ligue 1 entre les deux, bah, c'est les 2 équipes. Puisque le prochain match des 2, c'est Lyon-Marseille. Donc attention Marseille à ne pas flancher. Et surtout quand on connaît la dynamique de l'OL actuellement, moi demain tu mets un Lyon-Marseille, je donne Lyon victoire à n'importe quelle cote que le club aura. Je parie Lyon tout de suite. Et Marseille, ouais, attention parce que il reste des gros matchs à venir du coup en championnat jusqu'à la fin de la saison. On le sait du coup, donc on vient de le dire, Lyon. En Coupe de France, attention parce qu'il te reste Toulouse. Mais Toulouse, quand tu vois que tu perds 2-0 face à Brest avec 2 têtes de Ludovic Ajorc, je me dis Toulouse, que ça soit à domicile ou pas, ils sont capables d'éliminer Marseille en quart de Coupe de France. Donc attention Marseille à ne pas flancher ouais, dans la dernière partie de saison. Concernant Paris maintenant, et ça j'avais envie d'y venir. Est-ce que on a encore des doutes concernant cet effectif? Je débrief par rapport à cette équipe, le match entre Monaco et le PSG, ce barrage aller de la Ligue des Champions, cette victoire 3-2 du PSG, cette remontada. On avait vu la semaine dernière, pardon, qu'ils avaient perdu face à Rennes à l'extérieur 3-1. Des gros doutes offensifs, notamment avec Doué, avec cette déclaration de Dembélé après en conférence d'après-match, où il avait un peu chargé Doué. Alors, pas officiellement, mais on avait très bien compris, on savait très bien que c'était pour Doué. Euh, et bah honnêtement, face à Monaco, Doué, ouais, il a fait du très très lourd, 2 fois buteur, et sur le but d'Hakimi, il est passeur décisif. Tout ça en rentrant à la 27e minute. Gros gros match de Doué. Par contre, là où ça peut être inquiétant pour l'effectif de Luis Enrique, c'est que tu repères ton ballon d'or. Tu repères Dembélé, énième blessure de la saison, qui est sorti à la 27e minute. Et ça, ouais, ça c'est inquiétant.
Et sinon, pendant le match, Paris, j'ai pas vu de choses plus inquiétantes que ça, à part sur les 20 premières minutes où tu t'es fait un peu surprendre, notamment dans cette première minute où on avait parlé, je crois, dans une des dernières vidéos, des vidéos précédentes, de la tactique un peu de Paris, où on absorbe le pressing côté gauche avec Mendes, on essaye de rechercher l'axe, et cetera. Là, ça a été un peu le même cas d'entrée de jeu, parce que Mendes, il a recherché la transversale vers Gvara côté droit ici, il s'est loupé, ça a été rendu au joueur de Monaco, et ensuite, 10 secondes après, débordement sur l'aile gauche, centre, Mendes qui est complètement pris de court, qui ne voit pas dans son dos qu'il y a deux joueurs, pareil pour Savonov qui est complètement planté à son premier poteau, et au final, première minute, tu te fais surprendre. Et là, 18e minute, 6 joueurs, 5 joueurs, allez, sans compter Marquinhos, 5 joueurs de Paris pour un joueur de Monaco, autour de un joueur monégasque, qui arrive à trouver l'espace libre juste derrière les deux joueurs. Marquinhos qui suit bien Balogun, malheureusement qui n'arrive pas à être assez rapide pour le bloquer, et Balogun qui vient doubler la mise en inscrivant le 2-0 à la 20e minute. Et Paris qui va réagir assez vite, notamment avec le penalty provoqué par Gvara sur l'action, c'est une faute que Gvara a obtenue. Gvara, très bon match d'ailleurs, un peu moins de sur le côté dernier tir, puisqu'il a loupé quand même pas mal d'occasions, mais dans le côté, voilà, dans le côté percussion, etc., je trouve qu'il a fait un très très bon match. Malheureusement, Vitinha qui ne conclut pas ce penalty, qui a arrêté. Moi, il y a une question que je me pose maintenant pour Paris. C'est une question que je me suis posée là 5 minutes plus tôt pour le Barça concernant les coups de pied arrêtés. Concernant les coups de pied arrêtés pour Paris, est-ce qu'on ne devrait pas laisser les pénaltys à quelqu'un d'autre que Vitinha? Parce qu'on sait qu'il en a loupé quand même quelques-uns cette saison, notamment en Champions. Et moi, ça ne me déplairait pas, par exemple, de voir un Kvaratskhelia ou un Nuno Mendes les tirer. Après, tu sentais quand même que Paris allait revenir, tu sentais l'ADN revenir, ce jeu en triangle dans le demi-espace, un peu fluide de Luis Enrique. D'ailleurs, c'est sur cette action-là où Barcola va pouvoir trouver Doué en cassant une ligne, et c'est Doué ici qui va venir mettre une frappe magnifique, un peu brossée à terre pour réduire l'écart. Doué, 29e, début de 29e minute, qui était rentré il y a 2 minutes pour remplacer Dembélé. 2 minutes après, il est buteur. Très très gros impact dans le match. Pour moi, c'est l'homme du match. Je ne sais pas s'il a été homme du match, mais je crois que oui. Et même s'il ne l'a pas été, c'est l'homme du match, il n'y a pas de question là-dessus. Et pareil, juste avant la mi-temps, il est trouvé à gauche en collant à la ligne. Il vient percuter, il vient rentrer dans l'axe, frappe, c'est arrêté, ça revient sur Hakimi au second poteau. Et sur cette frappe croisée, qui vient égaliser à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Donc Doué, très très gros impact dans le match. Et même après en deuxième mi-temps, ce centre magnifique pour la tête de Neves qui n'arrive pas à la cadrer après. Mais ouais, Doué, à l'image de l'effectif parisien, hein, une fois qu'ils avaient remis le premier but, et tu sentais qu'ils étaient en confiance, tu sentais qu'ils contrôlaient le match. Surtout à partir du moment où il y a eu ce carton rouge-là, ce pied haut sur Vitinha, absolument ignoble. Il a emmené la chaussette et le protège tibia en même temps. Et après, bien sûr, Monaco a joué à 10, ça a été beaucoup plus facile pour Paris en deuxième mi-temps, notamment sur le troisième but marqué. On voit cette projection rapide vers l'avant où tu as Zaïre Emery qui donne à Gvara sur le côté droit, Hakimi qui rentre dans l'axe, qui fait les courses offensives. Bonne combinaison entre les trois. Et ensuite, Zaïre Emery qui décale Doué entrée de surface au point de pénalty, et Doué qui prend ses responsabilités, qui répond entre guillemets à la, je vais pas dire la provocation, mais à Dembélé en conférence de presse, et qui vient marquer du coup le but du 3-2 pour donner les victoires à Paris. Et Paris qui pour moi, avec ce match-là et ce troisième but, s'est qualifié en huitième. Je vois pas Monaco revenir et gagner la qualification au Parc des Princes la semaine prochaine. Sincèrement, je les vois incapables de faire ça. Donc ouais, Paris qui pour moi est déjà en huitième. Attention, ça veut pas dire que le match est gagné d'avance, etc. Mais somme toute logique, Paris sera en huitième de finale de Ligue des Champions. Et Paris qui en Ligue 1 doit aussi faire attention puisqu'ils sont deuxième. Et s'ils veulent aller chercher la première place, ça peut être le moment idéal dans le prochain mois, dans le mois de mars, pour aller grappiller des points à tous les matchs. Il n'y a pas vraiment de match compliqué. Ils rejouent Monaco dans 15 jours, mais à part ça, Le Havre, Nantes, Nice, Toulouse, c'est pas forcément des matchs très très compliqués. Les deux seuls que tu as à l'extérieur, c'est Le Havre et Nice. Quand on voit le niveau de Nice actuellement cette saison,
sans vouloir vous offenser les supporters niçois s'il y en a qui m'écoutent, mais je pense que pour Paris, c'est clairement faisable d'aller récupérer cette première place de Ligue 1, donc à voir pour la suite. Une des dernières choses dont j'avais envie de parler dans la vidéo, c'est les petits clubs, à l'image de ces 3-là, peuvent-ils le faire? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher quelque chose à la fin de la saison? Aston Villa qui est 3e de Première Ligue et avec Arsenal qui perd et perd des points match après match, ils reviennent à 8 points d'Arsenal avec un match en retard et ils sont à 3 points de Manchester City. On sait qu'ils ont toujours les blessés, Camara, McGinn, Tillmans. Avoir 3 de tes titulaires blessés, ouais, c'est clairement pas cool. On l'a vu notamment dans ce match-là, où maintenant, ça y est, à domicile, c'est plus la forteresse de Villa Park, etc. Forteresse qui a été complètement ravagée par Newcastle en FA Cup il y a une semaine et demie. Donc Aston Villa, maintenant qui s'est fait éliminer de FA Cup, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, puisque bah, maintenant, même s'il leur reste bien évidemment la Ligue des Champions, au moins ils peuvent être concentrés sur la Première Ligue. Raisonnement un peu simpliste, ouais, je sais, mais quand tu as 3 tes titulaires blessés, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. Même si Aston Villa, il y a des gros chocs qui les attendent dans les 2 prochains mois, notamment ce match face à Chelsea, le match face à United et même dans 2 mois, le match face à Sunderland. Ouais, Sunderland, Aston Villa Sunderland, je considère ça comme un gros match pour Aston Villa parce que vu les non-victoires, donc que ça soit défaite ou match nul, qui se sont pris, hem ces derniers temps à domicile, je me dis qu'une équipe comme Sunderland, qui fait plutôt une bonne saison sous Régis Lebris, peut poser problème à cette équipe d'Aston Villa. Donc à voir comment ils vont s'en sortir, à suivre aussi. Très, équipe vraiment qui est intéressante à suivre. Mais ouais, à voir s'ils vont flancher ou pas. Surtout qu'en plus, en Ligue Europa, pas en Ligue des Champions, pardon, il y a 2 minutes j'ai dit en Ligue des Champions, pas en Ligue des Champions, mais en Ligue Europa. Ils sont qualifiés en huitième et ils vont soit se taper le PAOK ou le Celta, même si je pense que c'est le Celta qui va se qualifier, ou alors Lille ou Belgrade, l'Étoile Rouge. Donc, à voir quel parcours ils vont avoir en Ligue des Champions, mais alterner Première Ligue et Ligue Europa, comme je disais, maintenant que la FA Cup, t'en es sorti, t'en es éliminé, ça peut t'enlever un poids, ça peut te permettre d'avancer un peu plus dans les autres compétitions. Donc Aston Villa, à suivre de très près sur les derniers mois de cette saison. Le deuxième club qu'il faut suivre, le «petit poussé» entre guillemets, c'est Lens, puisque Lens actuellement, ils sont dans une superbe dynamique. S'il y avait pas eu cette défaite il y a quelques semaines face à Marseille, ce 3-1 au Vélodrome, ils seraient je crois sur, 12 ou 13 matchs, avec, victoires consécutives. Donc Lens, je pense que dans tous les clubs doivent se méfier. Même aujourd'hui, tout à l'heure, là, ils jouent face à Monaco et sincèrement, je les donne vainqueurs. Ils jouent à domicile et vu l'état de forme de Monaco, ouais, je serais presque tenté de les donner vainqueurs quasiment. Ouais, pour moi, c'est donné. Et ils viennent de mettre 5-0 au Paris FC, 3-1 face à Rennes. Et même en Coupe de France, ils sont encore qualifiés pour les quarts de finale. Comme je disais, cette série de victoires là entre novembre et janvier, c'est absolument sublime à voir pour eux. Et ils ont récupéré la première place de Ligue 1 du coup avec la défaite de Paris face à Rennes. Ils sont à 1 point devant Paris. Aston Villa, même s'il y a peu de chance, je les vois quand même rester dans le top 4 ou alors minimum top 5 de PL. Par contre, Lens, je les vois mal. Pas que j'ai pas confiance en eux, mais je me dis, le printemps peut leur faire vraiment beaucoup de mal. Je me dis, je pense pas qu'ils vont terminer vainqueurs de Ligue 1 cette saison. J'aimerais bien, ça serait cool pour Lens, ça serait cool pour eux, mais honnêtement, ça sera très, très dur, je pense, pour eux. Donc en Ligue 1, à voir ce que ça va donner. Mais comme je disais, en Coupe de France, ils sont qualifiés donc pour le quart face à Lyon. Et comme je disais dans la vidéo justement en Coupe de France, on en a fait une vidéo sur les matchs de Coupe de France, les prédictions un peu, voir l'état des équipes actuelles. Je pense que le vainqueur de ce match-là à Lyon-Lens sera le vainqueur de la Coupe de France cette saison. Donc à voir ce que ça va donner. Et enfin, le dernier club que je suis vraiment de très, très, très près cette saison, c'est Como en Serie A qui alors je sais pas pourquoi ça a marqué match nul. Bah, ça a fait 1-1 mais c'est allé au penalty. C'était un match de coupe. Ça, c'était les huitièmes de finale face à Naples en coupe d'Italie qu'ils ont gagné face au tir au but. Ils ont sorti le champion d'Italie au tir au but, Como, avec une
performance exceptionnelle de leur gardien et mais qui sont actuellement sur une «mauvaise série», j'ai envie de dire entre guillemets, parce ils nous ont tellement habitués à de grandes choses cette saison qu'une défaite et un nul, ouais, j'ai pas envie de dire que c'est mauvaise série, mais c'est série un peu décevante. Surtout cette défaite face à la Fiorentina à domicile où tu perds très, très cher parce que tu perds 3 points hyper importants dans la course aux places pour la Ligue des Champions et ensuite, alors ça par contre c'est plutôt pas mal, tu arrives à accrocher le nul face à l'AC Milan à San Siro. Donc très belle prestation et là actuellement, il y a alors à l'heure où je tourne, il doit être c'est 15 h ou 16 h, là on est samedi après-midi, il y a le match entre la Juve et Como et à l'heure où je tourne, où j'ai préparé la vidéo, Como gagnait déjà 1-0 à la 25e minute. Donc je sais pas, comme je vous dis, j'enregistre la vidéo, je sais pas ce qu'il en est du match pour l'instant, peut-être il est fini, qu'ils l'ont gagné, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Mais s'ils ont gagné face à la Juve, ouais, très grosse performance de leur part. Mais et du coup, Como, ouais, donc qui en cas de victoire face à la Juve, du coup, cet après-midi, garderait la 6e place de Serie A et on sait que ici, la course entre la 4e et la 7e place, c'est clairement hyper intense et Como, je pense, bon, leur rêve, c'est d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine, hein, très clairement. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Je sais pas, j'aimerais vraiment bien, mais comme je disais, le nul déjà arraché face à Milan, c'est exceptionnel, je trouve, pour cette équipe. Heu, Nul, un peu cher payé, j'ai envie de dire, même si dans le jeu ça a été bon, mais parce que le but, ça vient d'une erreur de relance de Maignan, où il essaye de relancer axial et au final c'est intercepté par Nico Paz, qui a été buteur ensuite. Nico Paz, je pense que vous avez entendu ce nom, le nom de ce joueur beaucoup de fois cette saison et à mon avis, vous allez l'entendre encore pas mal de fois. Et du coup, qui arrive à mettre un petit point à Maignan et du coup qui vient ouvrir le score face à Milan. Donc à voir où est-ce que Como va pouvoir aller cette saison, même s'il leur reste des très, très, très gros matchs. Déjà en coupe d'Italie, alors déjà en Serie A, ils jouent leur prochain match contre l'Inter. Ils jouent l'Inter, alors que ça soit à domicile ou à l'extérieur, hein. Jouer l'Inter, c'est jamais simple pour une équipe de leur calibre et en plus 15 jours après, enfin 10 jours après, ils les rejouent en quart de finale de coupe d'Italie. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, pour le coup, ça m'étonnerait, à mon avis, qu'ils puissent le faire. S'ils arrivent à sortir l'Inter en Copa, là, je pense que on devra beaucoup plus les regarder que ce qu'on les a regardés actuellement. Et ensuite, début mai, à 4 matchs de la fin de saison, ils jouent Naples. Donc, à voir comment ils vont s'en sortir. Mais ouais, il leur reste de très gros matchs et j'espère pour eux qu'ils vont encore une fois pas flancher dans la dernière partie de saison, dans cette dernière ligne droite. Voilà pour l'état des lieux un peu de la semaine qui vient de se passer, des matchs en championnat, des matchs en Champions, mon avis sur les équipes actuelles qui perdent un peu de leur niveau, à l'instar du Barça de Yamal et de Arsenal de Mikel Arteta. À suivre les équipes un peu sensation, un peu surprise comme Bodo, comme on en a parlé. Ces 3 équipes-là, je pense, c'est peut-être celles que je vais peut-être pas forcément le plus suivre, mais c'est peut-être les 3 équipes les plus sûres pour moi, où je vais garder un œil dessus jusqu'à la fin de saison, voir comment ça va être. La course à la Liga, du coup, qui est relancée, la course à l'APL qui est relancée. Pas mal de clubs comme, Bodo, Bruges et cetera, qui peuvent créer l'exploit en Ligue des Champions. Donc ouais, ça va être très, très intéressant à voir, très, très intéressant à suivre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker, à vous abonner et même à commenter. Ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos retours sur la vidéo, sur ce que vous en pensez justement des matchs et cetera. Comment ça va actuellement en Ligue des Champions? C'est quoi vos ressentis et cetera? Ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, moi je vous dis: prenez soin de vous et on se dit à très vite.